Place du Colonel Fabien, les étages du siège du Parti communiste français se vident. L'électorat a fondu, un univers se décompose. En 2002, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle a obtenu 3,37% des voix. Les lendemains déchantent. Pourtant, depuis 1920, de grèves en manifestation, de la fête de l'UMA à Pif-le-Chien, la culture des camarades a imprégné profondément la société française. À la Libération, plus d'un Français sur 4 se prononçait pour le grand parti de la classe ouvrière. Que reste-t-il de cette France-là? Que reste-t-il quand on a tant donné, quand on a tant espéré? Le communisme, c'est pas seulement ce qu'on en dit de cet appareil, mais c'est aussi ce que ce parti a pu forger comme homme. Ce cheminement d'ouvriers, de gars qui n'étaient rien, qui à partir de 11 ans, 12 ans, ont été travaillés, ce qu'ils sont devenus des héros. Quel autre parti a fait ça? Aucun. Aucun. Seul le Parti communiste a été capable de former de tels hommes. Ça, c'est à son actif. Et ça, je ne peux pas le renier. On avait gagné. La guerre était finie. Donc la vie s'ouvrait. La libération, c'est comme un élan de bonheur. Quand moi j'arrive de province, je rentre à Paris, que j'avais fui pour fuir les Allemands. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Lorsque je passe dans la rue et qu'il y a une permanence rue de Belleville, on me dit « Tu veux adhérer à la jeunesse communiste ?» J'ai dit oui, je dirais naturellement. Naturellement, parce qu'il y avait eu la guerre, il y avait eu les nazis, les communistes avaient un prestige énorme. On se réunissait dans des petites salles, on était des dizaines entassés, et la politique venait tout de suite très très fort. La politique, la culture, le ciné, le bal. Il n'y avait pas de voiture. On descendait la rue de Belleville avec l'avant-garde. 6-7 de front, il y avait les marchandes de 4 saisons, demandaient, disaient l'avant-garde. Il y a eu une explosion de vie. Et le Parti communiste était là-dedans. Je dirais, même De Gaulle, les communistes, tout ça, c'était un peu pareil. C'était le parti des fusillés. Donc la résistance, les FTP, on apprenait ça tout petit. Tous mes frères étaient au PC, donc je suis tombé tout petit dedans. Et moi qui suis d'origine juive, je dois dire que tout petit, j'ai eu les deux cultures qui sont arrivées en même temps en termes de tradition. C'est-à-dire deux familles juives. J'ai baigné dans les récits, les camps de concentration, les gens de la famille qui y sont restés, etc. Donc les camps, le nazisme, les horreurs du nazisme. Et en même temps, avec le PC, c'est tout de suite le parti de la résistance, les FTP. La France fait confiance aux communistes parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont été sur le sol national l'âme de la résistance intérieure. La France fait confiance aux communistes parce que le sacrifice de 75 000 d'entre eux a fait de leur parti le meilleur artisan de sa libération. Un des actes fondateurs de mon appartenance
au Parti communiste, de mon affirmation identitaire comme faisant partie de cette famille et comme un chaînon dans une histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui touche la main des morts et qui va toucher d'autres mains, celles des vivants, soi-même étant un vivant, c'est les cérémonies annuelles dans la banlieue de Bordeaux, au camp de Souges, où les communistes avaient le droit d'entrer une fois par an pour aller rendre hommage aux fusillés. Nous appelions ces endroits les enceintes sacrées. C'est un moment violent, je dirais. C'est un moment violent, pourquoi? Parce que dans le silence de la lande, on entend égrener des noms. Alors, c'est des noms qu'on connaît, parce que c'est des noms qui sont sur les plaques de rue. Ou bien c'est des noms que portent les cellules du Parti communiste. Le parti honore et cultive la mémoire de ses martyrs, de ses fusillés, de ces milliers de communistes qui ne sont pas revenus des camps de concentration. Et ceux qui sont revenus défilent ostensiblement, célébrés en héros. Parmi ces survivants, un grand nombre d'ouvriers. Louis Chéret, cheminot du Pas-de-Calais, a 40 ans à son retour de déportation. Quand il est rentré de Dachau, on a eu naturellement, notre père, on a eu l'impression qu'il a pris sa place, naturellement. Les racines des enfants et des petits-enfants de Louis et Suzanne Chéret sont ici, à Avion, cité minière et cheminote du Pas-de-Calais. Paul Chéret est le seul des 5 frères et sœurs à ne plus avoir sa carte du parti. Il se contente d'être compagnon de route. Jean, l'aîné, est un pilier d'une des plus grosses cellules de la ville. Bernard, cheminot de formation, est maire adjoint de la commune. Sa sœur André milite dans la même cellule que lui. Pierre, cheminot comme son père, longtemps permanent de la CGT puis du parti, est secrétaire adjoint de la section d'Avion. Annie, sa femme, a adhéré en l'épousant. Ils ont eu 2 fils, Nicolas, militant pour la paix et animateur de la jeunesse communiste, et son frère Rémi, 19 ans, qui hésite encore. Je crois que si nos parents étaient parmi nous, ils seraient fiers de leurs enfants. Et moi, j'ai des parents que j'ai toujours eu en émerveillement comme mes frères et sœurs. Et on ne saurait en aucun cas renier ce qu'ils étaient, en aucun cas, parce qu'ils ont été pour nous des grands exemples. C'était des gens qui faisaient un combat. Alors, être communiste maintenant, pour ceux qui le sont encore communistes, je dirais pas que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient précédemment, mais ces gens-là n'imaginaient pas tout ce qu'ils auraient pu comprendre et savoir ensuite. Si j'avais pas eu ces parents-là, je serais pas, comme la plupart de mes collègues de boulot, pas devenu communiste aussi de bonne heure, quoi. Moi, je me suis fait une espèce de vision de mon père, un peu symbolique, quoi. Hein, mais à chaque fois qu'on parle de ça, d'ailleurs, c'est très émouvant parce que c'est nos racines, quoi. Hein, ouais. C'est notre existence. Moi, je suis tombé dedans dès que je suis né. Dès que j'ai mis la tête en dehors de chez ma mère. Voilà. J'ai été socialisé communiste, on va dire. En gros, hein. C'est pas communiste à 100%, mais bon, j'ai eu certaines valeurs comme combattre. Comme se battre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de se battre. C'est plus des individualistes rationnels, quoi. Et ça a toujours beaucoup discuté politique à la maison, ou quoi? Tous les jours. Tu viens à un repas de famille, tu t'éclates. Je sais pas comment expliquer. En fait, nous, on s'est pas tellement posé de questions. Mais rien. Mais alors, on nous a jamais forcé à rien. On nous a jamais dit, il faut prendre ta carte. Ben, pour qui se battaient les communistes? À chaque fois, c'était toujours pour les ouvriers, pour les exploités, pour les travailleurs. C'était toujours pour les plus pauvres. Les premières interpellations que j'avais en étant arrivé à la SNCF, c'est d'entendre dire « C'est chaud ici, les syndiqués, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Après, c'est chaud, on fait grève, donc il faut que... » Ça a toujours été très à gauche, très ouvrier. Ben, il y avait quand même 4500 mineurs à Avion à un moment. Depuis 1935, Avion, il est connu comme Petit Moscou, qu'on l'appelait dans le temps.
Nous étions avant tout français, mais très soviétisés. Des Français soviétiques. Voilà, c'est comme ça qu'on se définissait. C'était comme ça qu'on raisonnait, nous. Dans les pays socialistes, on est en train de construire une société pour des lendemains qui chantent, pour que le bonheur s'installe dans le monde entier. Et puis voilà, bon, alors c'était comme ça qu'on raisonnait. Nous. Moi, mais personnellement, un match France-URSS, bravo la France, mais en arrière-pensée, pourvu que l'URSS elle gagne. C'était ça. Tellement on était. Moi, c'était comme ça, marqué par ça. Moi, perso, je respecte tout ce qui a été fait. Il y a plein de choses. Après, moi, l'Union soviétique, j'accroche pas trop, quoi. Pour les jeunes générations qui aujourd'hui voient un PC tout petit et pas très crédible, et puis surtout qui ont dans la tête l'affaire du Staline, il faut bien comprendre que si des millions de gens ont adhéré et sont passés par le PC, c'était pas une adhésion au goulag, c'était pas une adhésion au crime qu'il y a eu à l'époque du stalinisme, sinon on comprend rien, les gens sont fous. C'était donc une adhésion à des choses extrêmement positives. On pensait tous que c'était vrai, qu'il y avait une espèce de justice sur la terre, pas besoin d'attendre d'être chez le bon Dieu, là-haut, je sais pas chez qui, pour faire la justice. L'homme nouveau, la femme nouvelle, bien sûr, parce que tout ça, c'est comme de l'opium, c'est comme de la drogue. Ça, c'est formidable, c'est lyrique, c'est romantique. Attendez, il y a tout pour plaire. Sauf que derrière tout ça, c'était faux. Vous vous rendez compte? Quelle déception. Je pensais, à l'époque comme aujourd'hui, que le communisme, c'est la libération humaine. C'est la fin de l'exploitation, c'est un monde plus heureux. Mais j'étais tellement fou que je pensais qu'avec le communisme, il n'y aurait plus de chagrin d'amour. Parce que personne ne sera assez méchant pour faire souffrir quelqu'un d'autre. Et le jeune homme que j'étais se disait, ça c'est vrai, pourquoi j'ai une partie de mon cœur là-bas, parce que c'est la patrie de la Révolution. Et je suis profondément français, regardez comment... Vous voyez ? Un jour viendra, la terre sera verte, un soleil chaud luira sur les corons, dans l'enfer. À la fin de l'automne 1944, un homme retrouve le sol français. Il revient d'Union soviétique, où déserteur, il s'était réfugié durant toute la guerre. Le retour de Maurice Thorez, secrétaire général du parti, est un événement. Moi, je me souviens de l'arrivée de Thorez le 2 ou le 10 décembre 1944. C'est mon premier grand meeting. Mes parents, pour la seule fois de leur vie où ils ont été à un meeting, je les ai traînés au Veldiv. Le Vélodrome d'hiver, c'était ce grand vaisseau où il y avait les 6 jours. On allait jour et nuit regarder les coureurs. C'était un truc très populaire, les 6 jours. Pendant 6 jours, tourne. Et au Veldiv, il y avait des grands meetings qui devaient tenir 20, 25 000, 30 000 personnes partout. Voilà, ça c'est mon retour Thorez qui compte. Au sortir de la guerre, les communistes sont auréolés du prestige de la victoire de Stalingrad. Le PCF, puissant et attractif, organisation de masse, est le premier parti de France, le grand parti de la classe ouvrière. Ses effectifs explosent, près de 800 000 adhérents. Il séduit plus d'un électeur sur 4 et conquiert de nombreuses municipalités sur tout le territoire. Ajaccio, Béziers, Sète, Cérès, Figeac. Maurice Thorez, considéré comme un véritable homme d'État, se prépare à exercer le pouvoir. On lui rendait des hommages, c'était notre premier stalinien et fier de l'être, comme il disait. Alors, oui, avec la chorale, on chantait des... J'étais à la chorale Espoir, alors on chantait plein de chansons. L'hommage à Maurice. Maurice parle et c'est la France qui se dessine dans sa voix. L'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier. La route mène au socialisme, Maurice marche le premier. Buvons, camarades, buvons à la santé de Maurice, à la santé
de la paix, au bonheur, à la justice. Buvons au peuple français, buvons, buvons, au bonheur, à la paix. Le 21 novembre 1945, le premier gouvernement du général de Gaulle est constitué. Les communistes incontournables en font partie. Maurice Thorez, nommé ministre d'État puis vice-président du Conseil, goûte aux ors de la République. Plus que jamais, le Parti communiste et ses hommes se veulent irréprochables, exemplaires. L'époque est à la reconstruction. La direction du parti s'engage de tout son poids dans cette bataille stakhanoviste. Produisez, produisez, produisez encore. Mais 18 mois plus tard, à l'occasion d'une crise gouvernementale, Paul Ramadier révoque les ministres communistes. Surpris, amers, ils sont écartés du pouvoir, au grand soulagement des militants qui, par solidarité, n'avaient plus le droit de faire grève. Le parti bascule dans une opposition intransigeante. La guerre sociale est déclarée. 2 500 000 grévistes, une grève radicale, illimitée. La réponse du pouvoir est immédiate et les manifestations d'une rare violence. Le ministre de l'Intérieur est alors Jules Mock, le ministre Mock, que les communistes préfèrent appeler le sinistre Moche. Jules Mock avait promis, monsieur Jules Mock avait promis de faire écraser les mineurs, de faire écraser les mineurs. Mais ce coup a raté grâce à la CGT. Chantons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Chantons la Carmagnole. Dans les houillères du Midi aussi, la police de Jules Mock est sans pitié. Parmi les camarades mineurs en grève, Edon Arcangeli, militant du syndicat et responsable des jeunes communistes. 55 ans plus tard, Edon vit toujours au cœur du bassin minier des Cévennes, près d'Alès à la Grand-Combe, avec ses filles et sa femme. Marie aussi a travaillé à la mine. Elle y triait le charbon avant la naissance des enfants. Des 4 filles Arcangeli, 3 sont au parti. Michel est l'aînée, institutrice, elle est secrétaire de la section d'Alès. Sa sœur Martine est adhérente de la même section, tandis que Annie a succédé à son père comme adjointe au maire communiste de la Grand-Combe. Ah, ça ira, les Jules Mock à la lanterne. Ah, ça ira, les Jules Mock, on les pendra. Et si on les pend pas, on leur cassera la gueule. Et si on les pend pas, la gueule on cassera. Déjà, pendant les grèves de 48, je le regardais. Et alors? Ouais, je le regardais. Voilà. En 1948, Marie, adhérente aux Jeunes Filles de France, remarque ce jeune militant courageux qui pose ici fièrement avec une délégation de mineurs du Gard lors du congrès national de la CGT. Quelques semaines plus tard, suite aux affrontements avec les gardes mobiles, Edon est incarcéré 6 mois avec plusieurs de ses camarades et révoqué de la mine. Il a alors 25 ans et sa carte du parti en poche depuis 1944. 60 ans plus tard, pas une carte ne manque. 56, 56, 57, 58, 59, 60, 58, 49, c'est ça, là. Si Marie est également à jour de cotisation, elle est aussi membre de l'Union des femmes françaises qu'elle préside à la Grand-Combe depuis plus de 40 ans. Femmes, mères, soyons unies pour que la paix triomphe, pour assurer une vie meilleure à nos enfants, à nos familles. On disait ça en 1953. Là, c'est Paul Éluard qui dit « Chaque visage aura droit aux caresses ». L'Union des femmes françaises, dont je suis responsable maintenant ça s'appelle Femmes solidaires. Il y avait une presse, il y avait Clara Magazine, Heure Claire à ce moment-là, ou Femmes françaises. Femmes françaises dans chaque village, dans chaque rue, dans chaque maison, maman taille pour ses petits. Mais voilà Femmes françaises qui arrivent bourrées de merveilles, de recettes, de patrons, de jeux,
avec sa page pour les petits. Un joli patron, une bonne recette, les dernières nouvelles, le livre à lire, les pièces à voir. Grâce à Femmes Françaises, je sais tout. Les actions, les femmes étaient toujours dans les combats pour la défense et du travail et du niveau de vie. La solidarité aussi au mouvement, par exemple au mouvement de grève. On a été solidaire de toutes les luttes dans le canton. S'il n'y avait pas eu ces femmes, bien peut-être que les mineurs auraient moins tenu le coup pour faire ces grèves si longtemps. La grève des mineurs s'éternisant, la solidarité s'organise dans la France communiste. Le parti et les municipalités de la banlieue parisienne soutiennent les familles de mineurs, recueillent leurs enfants, les nourrissent et les habillent. Besançon, Duny, Villejuif, Stein, Ivry, toutes ces communes qui forment ce que l'on appelle déjà la banlieue rouge. Le communisme municipal, né dans les années 30, devient vite hégémonique dans les communes industrielles de la ceinture rouge. On dit vouloir bâtir une ville nouvelle, inventer une vie nouvelle. Le logement est au cœur de l'action municipale. Des cuisines modèles, des intérieurs aux larges baies, de confortables terrasses où le travailleur peut se reposer après sa dure journée. D'autres communes ont créé des plages artificielles. Les rayons ultraviolets y remplacent l'hiver les bienfaits du soleil. Le parti et la municipalité innovent dans l'édification d'une société ouvrière qu'ils veulent idéale et exemplaire. Crèche, piscine, patronage laïque, les communistes aiment les enfants. Leurs visages souriants éclairent encore ces cités modèles, ouvertes à la vie, image de la cité de demain. Les HLM d'hier sont toujours en place et de la cité Marat à la cité Maurice-Thorez, la famille d'Herbise n'a pas quitté la banlieue rouge. Marie-Louise, 89 ans, a commencé à travailler en usine à l'âge de 12 ans et c'est en 1932 qu'elle a pris sa carte à la jeunesse communiste. Marie-Louise est mère de 3 enfants. Tout le monde est encore communiste. Jean-Jacques, Nadia et la Benjamine Mireille, aujourd'hui maire adjointe d'Ivry. Elle vit avec Denis qu'elle a rencontré au parti. Quant à Lucien Laborie, directeur de la colonie municipale, et sa femme Renée, ils ont partagé bien des luttes avec les D'Herbises et font en quelque sorte partie de la famille. C'est vrai qu'avant c'était la banlieue rouge, c'est vrai. Il y avait une fierté quand même. Oui, il y avait une fierté, oui. Puis il y avait une sympathie avec les ouvriers et les autres, ceux qui venaient après. Non, la fierté... C'était la fierté des usines quand même. Je crois que j'ai été élevée dans une ambiance, dans des valeurs ouvrières, mais pas fermée ouvrière. Mais sinon, je crois que je ne serais pas communiste aujourd'hui. Évidemment. C'est rien. Non, je ne sais pas, mais je le crois. Et puis tu m'as aidé à ma culture, toi. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a aidé à ma culture. Moi, sur l'aspect de la fierté, moi j'étais fier d'être à Ivry. Parce que tout au long de ma jeunesse, j'ai eu toutes les possibilités de profiter de choses qui apparemment auraient pu être réservées à d'autres et que mes parents n'avaient jamais eu, bien sûr. Quand je discutais des gens dans le 13e et tout ça, je disais, nous, à Ivry, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, c'est pour ça que je dis que j'étais fière pour être à Ivry. Nos mairies communistes ont été, avant-guerre, dans des lieux déshérités. Ils ont fait de la banlieue un sujet d'orgueil. Les garderies d'enfants, les crèches, les associations sportives. La FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, qui était rattachée à la CGT, un peu au Parti communiste. Si on prend l'exemple en Lorraine, tous les clubs de football appartenaient aux usines. C'est avec la domination des usines. Donc il fallait faire des clubs à côté.
Il fallait permettre à la classe ouvrière de faire du sport en dehors de l'emprise patronale. Le sport, c'est certainement l'activité la plus populaire dans ce pays, donc le parti devait être présent. Donc ils ont créé la FSGT, Miroir Sprint, ils avaient leur club, le Red Star, l'Étoile Rouge, a été plus ou moins créé par eux. Alors la copie aussi de l'Union soviétique, parce que comme toutes les bonnes dictatures, en Union soviétique, il y avait ces défilés de sportifs, des géométries, des dessins, des slogans, etc. J'avais un côté religion, là. Il y avait un côté religion. Et pour des laïcs, hein, même des athées, j'en suis un, il y avait un côté religion. Mais c'est chaleureux aussi, vous voyez. C'est chaleureux. Parce qu'il faut bien voir, mais c'est dangereux, mais il faut bien voir que dans ces villes, je parle d'Aubervilliers, les gens qui y habitaient, ils avaient rien. Ils avaient rien. Et d'un seul coup, ils avaient tout. Ou enfin l'impression d'avoir tout. Mais c'est... Comment voulez-vous ne pas être reconnaissant? Non? C'est quelque chose d'assez fabuleux, finalement. Ce parti a joué un rôle, disons, de contre-société, je dirais, du berceau au cimetière. C'est-à-dire, a été capable, dans tous les aspects de la vie quotidienne d'un militant ouvrier, de le sortir de sa situation terrible d'ouvrier dans la société capitaliste et d'essayer de lui offrir une alternative, et là, dans tous les domaines de la vie. Mais c'est pas avec ça qu'on change une société, hein. L'expérience, d'ailleurs, a été faite. Mais enfin, ça vous fait un sacré entracte, hein. Quand on vient de loin, ça vous fait un sacré entracte. Un exemple, en 1953, j'avais 13 ans, aller faire du ski, c'était quand même phénoménal. Partir en vacances au bord de la mer tous les ans, c'était aussi phénoménal. Et je garde une fidélité, je sais pas moi, de ce qui s'est passé. ineffaçable, quoi. Ouais. C'est ineffaçable. On partait sans tenue, avec des baskets, on faisait du ski avec des baskets. Mais le ski, j'avais 10 ans. C'est vrai que pour moi, c'était la ville communiste. Que ça peut... Moi, je ne suis jamais partie en vacances avec mes parents. Non, on n'est jamais. Ça n'existait pas. Bah, parce que les parents, ils partaient pas. Ils partaient pas en vacances. Nous, les seules vacances qu'on a connues, c'est grâce aux colonies de vacances. Ça a été les premières municipalités, quand même, qui ont développé ces journées au plein air. Il faut rappeler la réalité. Vous aviez des enfants qui avaient très peu. Et alors c'est vrai, on avait tous des shorts bleu ciel, des maillots bleu marine, mais on était habillés. Les gosses de Bagnolet sont tous en bonne santé depuis qu'à la mairie de l'ordre a été mis. Les élus ouvriers ont bien su apprécier ce qui manquait aux enfants pour qu'ils soient tous contents. De l'air, de la gaieté, tout ce qu'on veut à manger, pouvoir bien s'amuser et dans l'océan se baigner. C'est nous, les gosses de la minerie, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. C'est nous, les gosses de la minerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est content. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas derrière tout ça cette idée communiste. On fait mieux que les autres. La colonie de vacances d'Ivry est située au Mat, en Charente-Maritime. Et le 15 août, une seule et même grande fête réunit le Parti communiste charentais et les enfants de la colonie municipale. Frénétiquement acclamé, Maurice Thorez brosse le tableau de la situation politique en France. Et soulignant l'action de notre grand parti en faveur de l'enfance, démontre que seuls les communistes sont capables d'assurer la renaissance de la France et de
créer les conditions d'une existence libre et heureuse. Ça choque. Même avec le recul, effectivement, après, je crois qu'il faut le resituer dans son contexte pour bien comprendre l'époque. C'était dans l'après-guerre. Bon, c'était logique que le député du secteur, qui était Maurice Thorez, le maire d'Ivry, qui était Georges Marane, le député de la Charente-Maritime, qui était Georges Gosselin, qui nous avait aidés, à l'époque, qui avait aidé, enfin, c'est les autres avant, pour avoir le terrain, se réunissaient. Et c'est vrai que l'erreur, je m'excuse, j'en termine, l'erreur, ce qui n'était pas une erreur, mais enfin, dans le contexte, on avait dit, ça sera la fête du Parti communiste. Les colonies, ça a été monté par les communistes. Alors, si Maurice Thorez serait revenu, mais c'est pas un autre qui viendrait. Et puis les gens savaient où ils mettaient leurs enfants. Les gens, ils savaient où c'est qu'ils mettaient les enfants. Ils savaient qu'ils allaient dans un lieu communiste. Ils auraient pu aller au scout. Ils auraient pu, parce qu'il y avait les curés, il y avait tout ça. Moi, je vais vous expliquer une histoire. Mais c'est la municipalité, ils payent des impôts pour ça. Ben oui, oui, mais ils savaient. Les communistes dans ces mairies, à l'époque, ils avaient une majorité qu'on pourrait qualifier d'écrasante. Enfin, il y a eu des moments où... Moi, je me rappelle même en 65, on n'avait pas de liste en face. N'avoir rien en face, ça fait drôle. Vous voyez, ça peut vous donner l'idée d'un pouvoir absolu. Alors, des fois, on dit c'est autoritaire. Mais le problème, c'est autoritaire affectif. Ce qui fait que le mot autoritaire se dissout dans l'affectivité. C'est elle-même qui devient autorité. Vous vous rendez compte? Alors, bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Depuis leur sortie du gouvernement, les communistes français sont présents sur tous les fronts. Avec la CGT, ils sont au cœur des luttes sociales. Avec les combattants de la paix, la jeunesse communiste, France URSS, le parti s'engage aussi dans une lutte idéologique férocement anti-impérialiste et violemment pacifiste. Communistes et anticommunistes s'invectivent, les temps sont au combat et à la haine. Le monde est coupé en deux, bloc atlantique contre bloc soviétique. J'ai envie de dire que c'était des années de plomb, à couper au couteau. Des années dures, où chaque manif, même un 1er mai, c'est souvent interdit. Moi, j'ai une période où on n'allait pas à une manif, sans savoir qu'à la fin, on se ferait matraquer. En 1952, à l'apogée de la guerre froide, la venue à Paris du général américain Ridgway, nouveau chef des forces armées de l'OTAN, fournit au parti un prétexte idéal à une démonstration de force sans précédent. Ridgway est accusé par les communistes d'avoir utilisé des armes bactériologiques lors de la guerre de Corée. Moi, j'étais un dirigeant de la jeunesse communiste de Paris. On avait décidé que ce coup-là, on ne prendrait pas des coups, et qu'on se défendrait. C'est-à-dire, dès qu'on voyait les flics, fallait pas faire comme ça ou courir, fallait faire comme ça et les faire courir. Et alors, je me souviens, à l'époque, il y avait un film soviétique qui avait été présenté au Studio 43, qui s'appelait La chute de Berlin. On voyait l'armée rouge qui se battait comme elle s'est battue. Mais on la voyait quand ils descendaient la steppe, vous savez. Et ils criaient « Ouh !» comme ça, avec leur Kalachnikov de l'époque. Et alors on a dit « il faut qu'on fasse pareil ». On avait dit « on va mettre devant des gars qui n'ont pas peur. » Et derrière des gars qui ne reculent jamais. Et alors les flics arrivent. Et alors on se fait faire « Oh !» et on part. Mais tout le monde ne suit pas, vous savez. Ben ouais. Alors on s'est donc retrouvé peut-être pas, moi, à 100 devant. Mais les flics ont eu peur. Ah, ça faisait drôle. Tous mes frères y avaient été. Et il y en a un qui est revenu à la maison avec sa gabardine couverte de sang. Qui n'était pas le sien, hein, mais bon, il y a eu tellement de blessés. Et moi, j'étais admiratif. Hein, j'étais trop petit, on m'avait pas laissé y aller. Mais mon frère revenait des bagarres sur Ridgway la peste. Puis en plus, il y avait du sang sur sa gabardine. Les manifestants se heurtent violemment en plusieurs points de Paris aux forces de police qui les dispersent. Résultat, 1 mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. Enfoncez-vous bien ceci dans la tête, semblait dire les pancartes découpées dans des plaques de tôle et les barres métalliques abandonnées dans les bagarres. C'était la plaisanterie à la maison, mais Frangin me racontait, on nous a donné des espèces d'énormes gourdins avec une punaise pour mettre une carte de visite, non à Ridgway la peste, quoi. Ah, il y avait des toutes petites pancartes en papier, les bouts de bois étaient très gros. Alors, en général, il y avait un petit carton
Ridgway SS, vous voyez. Et puis un bon manche, là, sur le bord du trottoir, on faisait sauter les cartons, et s'il y en avait un qui avançait, bon. Les pancartes, c'était des manches de pioche. Avec comme un petit carton ou feuille de papier, Ridgway dehors, libéré Jacques Duclos, etc. À la Grand Combe aussi, on manifeste contre Ridgway, ainsi que pour la libération de Jacques Duclos, le numéro 2 du parti arrêté quelques jours plus tôt lors des affrontements à Paris. Et alors, pour un oui ou pour un non, on faisait une manifestation. Et les CRS... Non, pas pour un oui ou pour un non. Non, on faisait... Voilà, oui. Non, c'est pas pour un oui ou pour un non. C'était une manifestation politique. Ah, voilà. Contre l'arrestation de Jacques Duclos, les CRS s'étaient garés derrière l'église, la rue qui descend, voilà. Et bien, nous, on a dit, allez, on y va quand même. Et on a dit, allez, Marie, passe devant. Et les CRS ont pris leur fusil à l'envers. Ils ont tapé avec la crosse. Et un collègue devant moi allait recevoir un coup, et moi, j'ai frappé le CRS. Mais après, il m'a frappé, moi. Bon, mais c'est drôle, parce que quand on est dans l'action, c'est sûrement ça, et ça doit être ça pour tout le monde. Après, on réfléchit, on le refait plus. Et puis après, je suis allée au dispensaire. D'un côté, il y avait 2 ou 3 comme moi, et puis de l'autre côté, il y avait aussi quand même les CRS qui se faisaient soigner. Mais on n'était pas côte à côte quand même. On ne se voyait pas. Si les communistes français s'attaquent à la présence des généraux américains sur le sol national et à l'impérialisme yanqui, ils combattent tout autant leur culture et leur mode de vie. En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. Du Coca-Cola. Allez, mon bonhomme, placez votre camelote ailleurs. En Amérique. En Amérique. Quand on voulait voir un film américain, c'est vrai qu'on n'y allait pas toujours en le disant, quoi. Mais moi, je me cachais pour aller voir les films américains. Je les adorais. Mais j'en avais marre de voir toujours l'étoile devient rouge. Alors on se tapait tous les films soviétiques, ça j'ai dû tous les voir, la bataille de Berlin, la bataille de Stalingrad, à la gloire de nos camarades en Union soviétique, mais il y avait quand même d'autres films. Et moi je voulais voir les films de Mankiewicz, de Billy Wilder, enfin. Alors on se cachait et on allait en douce le dimanche après-midi, on se faufilait et on disait toujours qu'on avait encore voir l'étoile devient rouge. Alors qu'on allait voir les films américains. Le Parti communiste, heureusement, est là pour montrer au peuple, c'est sa fonction, il est l'avant-garde éclairée, évidemment, du prolétariat, de montrer où se trouve le danger véritable. D'où cette propagande anti-américaine jusqu'à l'outrance absolue, et parmi l'outrance, par exemple, celle qui, à plusieurs reprises, n'hésite pas à établir un parallèle entre la présence des troupes américaines de l'OTAN sur le territoire français et l'occupant allemand dans la période de 1940-1944. Cet amalgame est franchement pur. C'est moche. C'est comme renvoyer les victimes et les bourreaux dos à dos, vous voyez ? Schamke, qui a fait fusiller votre fils. Thompson, qui veut vous prendre votre maison. Ce sont les mêmes, Madame Moulin. Si on les laisse faire, ce sera pour faire la même chose, la guerre. La Troisième Guerre mondiale est sur toutes les lèvres. Les communistes français, entièrement dévoués à Moscou, mobilisent toutes leurs organisations. On signe l'appel de Stockholm, on adhère au mouvement de la paix, et le prestige de grands intellectuels et artistes français renforce les convictions. Je déclare ouvert le Congrès mondial des partisans de la paix.
Joliot-Curie, c'est le père de la bombe atomique française, quand même. Donc c'est pas complètement rien, quoi. Hein. C'est un grand savant, découvreur de l'atome, etc., etc., mais qui, pour autant, n'est pas partisan de la guerre nucléaire. Voilà. Alors évidemment, les noms les plus spectaculaires sont archi-connus, c'est Picasso et Aragon. Bon, sans compter Éluard, qui réadhère au Parti communiste pendant l'occupation. Enfin, il y en a quand même une kyrielle énorme. Il y avait un horizon, quand même. Enfin, le XXe siècle, sa grande utopie, c'est le communisme. Vous avez bien vu Picasso, comment il a dit, j'ai été au parti comme on va à La Fontaine. Hein, vous voyez ? Pablo Picasso reçoit à Vallauris les ouvriers de la Régie Renault. C'est l'époque des échanges culturels. L'époque aussi où les intellectuels du parti, artistes et compagnons de route fraternisent avec le prolétariat. Et Yves Montand se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il était encore ouvrier. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit les grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là, vibre le cœur de Paris, toujours avant, parfois frondeur avec ses chants, ses cris, et de jolis moments d'histoire sont écrits partout le long de nos boulevards. Le PC organisait tout le monde du berceau au cimetière, mais du berceau au cimetière, selon l'état où on se trouvait, il y avait un journal. Alors, c'est depuis, je sais pas moi, l'hebdomadaire d'actualité Regard, en passant par le journal des sportifs de la FSGT, le journal des femmes, le journal des jeunes, les tout petits Rikiki Roudoudou, Pif le chien. C'est Pif le chien, c'est mon copain, joyeux malin, il est sur mon chemin. Bout du nez noir et ventre blanc, il faut le voir, ses trois cheveux au vent. On pouvait trouver absolument dans tous les secteurs où on était de sa vie l'organe correspondant, soit directement lié au PC, soit indirectement proche de la mouvance communiste. Les communistes sont également présents partout en France grâce à leurs quotidiens régionaux. La Marseillaise dans le Midi, le Petit Varrois, l'Écho du Centre, Ouest Matin, Liberté dans le Nord, de très nombreux titres sur tout le territoire national. Moi, je lisais l'Humanité. Ah, je lisais l'Humanité, c'était mon bréviaire, si on peut dire. Mon père vendait l'Humanité. Mon père vendait l'Humanité, et avec son accent italien, le pauvre homme, il disait jamais demander l'humanité, il disait demander l'humanité. C'était l'humanité, c'était pour lui, les journaux qui disent la vérité. L'Humanité, moi, au moment où j'ai commencé à le diffuser, d'ailleurs avec mon père, j'avais 12 ans, vous voyez, on vendait le journal L'Humanité, ce qu'on appelle à la criée. Vous aviez l'UMA sur le ventre et bon, vous criez « Demandez l'Humanité dimanche ». Demandez l'Humanité dimanche. Bonjour. Voilà. Moi, pourquoi je la vends? Parce que c'est l'humain. La vente de la presse, c'était les classes du militant.
J'ai diffusé la presse pendant près de 50 ans. L'UMA, quand elle arrivait le vendredi à 1h30, j'allais chercher à la gare, mais 30 ou 40, ça dépendait. Hein. Et bien, je commençais le soir par les abonnés, et j'avais au total 2 ou 3 numéros supplémentaires pour les lecteurs occasionnels. Avant d'aller voir mes lecteurs, je feuilletais le journal. Tout au moins les gros titres, ils y passent, ils étaient déjà vus. Ah ben moi, j'ai pas l'habitude de vendre quelque chose que je crois pas et que je connais pas le contenu. Des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère, l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin, il y a le blé, le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain. C'est un choc inimaginable. Là, franchement, le monde pleurait, quoi. Je dis bien le monde. Незабываемые минуты великого прощания. En 1953, quand Staline meurt, il y a un deuil national de déclarer en France. Moi, je me souviens, à Stein, les commerçants de la rue Carnot, qui était la rue centrale, venaient porter des tissus, des voiles, pour faire un catafalque. Pour qu'un pays entier et son gouvernement, férocement anticommuniste, déclarent le deuil pour la mort de cet homme, c'est donc bien qu'il y avait une ambiance générale à l'époque invraisemblable. Ben, la mort de Staline, oui, moi, mes 2 souvenirs, c'était le fameux titre de l'UMA, la une. Bon. Et puis c'était, comme j'habitais à côté, et le siège du PC, Carrefour Châteaudun, aussi, je me rappelle, était complètement vêtu de noir, avec un immense portrait de Staline, et puis une queue invraisemblable de militants communistes qui allaient porter leur signature. Des membres du comité central disaient n'en faites pas trop quand même. Vous voyez? Parce qu'ils sentaient, ça devenait, c'était la géographie qu'on dirait, n'est-ce pas? La disparition du guide éclairé de la classe ouvrière bouleverse aussi les communistes du Gard. Sur le carreau de la mine, on rend hommage au maréchal Staline. À la CGT mineure d'Alès, Marie et Edon Arcangeli retrouvent régulièrement leurs compagnons de combat. En 1953, Valère Barraza était militant à la CGT et secrétaire d'une des cellules communistes du bassin minier des Cévennes. Staline meurt, et qu'est-ce qu'on fait? On appelle les mineurs à faire une journée de grève, une journée de deuil pour Staline, pour la mort du dirigeant
de l'Union soviétique, etc. Je vous dirais que la grève a marché à 90%. Il n'y avait pas de calcul politique, là. C'était honnête, c'était sincère, parce qu'on croyait vraiment que là-bas se construisait ce à quoi on aspirait nous-mêmes. Mais en même temps, il y avait des questions. Et il y avait des mineurs qui venaient et me disaient « Mais oui, bon, nous, on fait grève ici pour la mort de Staline, mais est-ce que les Soviétiques, eux, ils la font ?» Et on avait des arguments. On disait, enfin, moi, c'est ce que je répondais, je disais mais les Soviétiques n'ont pas à faire grève, parce que là-bas, les travailleurs travaillent pour eux-mêmes. Pourquoi veux-tu qu'ils arrêtent le travail, puisque la production qu'ils font produire, ils produisent pour eux-mêmes. Ce n'est pas notre cas, nous. Étant dans un régime capitaliste, il est normal qu'on se manifeste par rapport au décès d'un dirigeant d'un pays qu'on pensait que, voilà. Moi, aujourd'hui, quand j'entends faire une grève pour Staline, aujourd'hui, je ne ferai jamais grève pour qui que ce soit d'un président dans le monde. Bien qu'en 92, je suis parti faire des brigades internationales au Nicaragua parce que je soutenais la révolution sandiniste, tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas le même rapport. Je crois que tout à l'heure, Francis l'a dit, ou Valère le dit souvent, c'est bien d'avoir des certitudes, mais je crois que ce qui nous peut-être, je ne veux surtout pas donner de leçons, mais ce qui nous manque, y compris peut-être encore aujourd'hui, c'est bon, les convictions, je crois qu'il faut les avoir, mais parfois aussi le doute. Поэтому мы смело, твердо и решительно будем и впредь добиваться. Le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique va plonger dans la stupeur les camarades du monde entier. Pour la première fois, on ose critiquer celui que l'on adorait et que l'on pleurait. Le 24 février, le nouveau dirigeant de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, lit devant les délégués du Congrès un texte retentissant. Il énumère les crimes de Staline, critique le culte de la personnalité, dénonce les purges et les procès politiques, condamne les déportations et la liquidation de millions de communistes. Présents lors du Congrès, les délégués français prennent connaissance du contenu de ce que l'on va bientôt appeler le rapport Khrouchtchev. Maurice Thorez et Jacques Duclos, si fidèles à Staline, sont abasourdis. « Staline, réveille-toi, ils sont devenus fous », semble-t-il se dire à l'oreille. De retour en France, les dirigeants du PCF font le dos rond, rejettent la déstalinisation et s'enferment dans leur certitude. Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline! Vive le communisme! Pas question pour Maurice Thorez de relayer en France les propos de Khrouchtchev. Il dit que c'est pas vrai. Il dit le prétendu rapport. On parle à l'époque du rapport attribué au camarade Khrouchtchev. Je me suis dit, attribué, si le Monde le publie, c'est que... Il y a anguille sous roche, là, ça doit être vrai. Ma lecture du journal Le Monde commence à ce moment-là. Car c'est le journal Le Monde qui, le 1er au mois de juin 1956, publie en France le rapport secret de Nikita Khrouchtchev. L'onde de choc est considérable. C'était quand même les horreurs hein, que l'on découvrait quand même. Quand même, des gens comme nous n'imaginaient pas que tous ces procès étaient falsifiés, qu'il y avait tant de gens dans les camps. On savait que c'était dur, puisque nous-mêmes on était durs à l'intérieur du parti, avec ceux qui ne pensaient pas pareil. Les dirigeants, les permanents, ceux qui savaient et qui nous cachaient la vérité, ces communistes-là, ils sont indignes. J'ai rien d'autre à dire. Ils sont indignes. C'est tout. C'est moche. Et je ne confonds pas. Alors que nous nous soyons trompés, d'accord, que le mot communiste a été galvaudé, a été usé, a été laminé. Oui, bien sûr. Mais c'est leur faute. C'est pas nous. Nous, on était prêts à tout donner, même notre vie. Vous vous rendez compte? Voilà. Voilà ce que c'est devenu. Alors, je comprends qu'on peut les détester, hein. Ils nous ont foutu l'espoir en l'air. Et ça, de ça, je leur pardonnerai jamais. Le rapport Khrouchtchev a créé un véritable appel d'air et l'année 1956 est vécue par les communistes comme un tremblement de terre. Une nouvelle secousse ne va pas tarder à ébranler l'opinion publique et cette déflagration se fait ressentir à Budapest. En Hongrie, on s'attaque à la statue de Staline. On rêve de démocratie, de liberté, d'élections libres. Mais la déstalinisation a ses limites et les soviétiques décident d'aller voir sur place ce qu'il en est. On remet un peu d'ordre, le parti français applaudit. Ça a été un choc, là, où il y a eu une déperdition
terrible, terrible. Je crois que ça doit commencer à partir de là. Le recul du Parti communiste qui s'est marqué d'une façon plus forte dans les années 70. Mais déjà là, ça a dû commencer... il y a de grands intellectuels qui ont quitté le parti, puis on s'en est pas remis d'ailleurs. Hein. En 1956, le Parti communiste est complètement sur la formule bien connue « qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». Le nous et les autres, c'est une catastrophe parce que c'est ce qui, dans l'histoire communiste, rapproche le plus de ce qu'il y a de pire dans l'Église, dans les églises. C'est-à-dire le phénomène de l'exclusion. Le parti se renforce à ses purs rangs. On emploie aussi la métaphore médicale. Quand un membre du corps qui est malade, il faut le trancher. Et si de temps en temps on coupe des membres, même s'ils ne sont pas tout à fait pourris, mais on les accuse de l'être, ben c'est encore mieux parce que le corps il se purifie comme ça. Bon allez Henriette, dis-nous pourquoi t'as choisi d'aller en Yougoslavie et qu'on passe à autre chose, hein? Bah oui, parce que j'ai une partie de ma famille là-bas et que mon père garde des liens avec eux. Vous savez, on peut rien leur reprocher à ma famille. Ils étaient résistants contre le nazisme. Enfin, ils ne sont quand même pas responsables de la rupture entre Tito et Staline. Une famille comme ça, on la désavoue. Il y en a qui savent choisir entre leur famille et la révolution. Tiens, à Prague, par exemple, et en URSS, on a vu des femmes courageuses témoigner contre leur mari. Mais si Henriette acceptait d'écrire dans notre journal ce qu'elle a vu là-bas? La répression fasciste qui s'abat sur les masses yougoslaves, par exemple. Je peux pas. J'ai rien vu. Comment ça, t'as rien vu? Il y a eu un reportage dans l'Huma. Oui, je sais. Je l'ai lu. C'est sûrement vrai. Mais moi, j'ai vu que ma famille... Ouais, je sais pas, franchement, on pourrait peut-être s'en tenir à un blâme collectif. Oh non, ça serait trop facile. Mais si elle dit qu'elle a rien vu, c'est peut-être vrai. Ouais. Elle est pas aveugle, quand même. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Votre humanisme bourgeois est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nadia, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est une défaillance sans gravité. Sans gravité, l'hitlérotitisme. Mais il faut pas exagérer. C'est quoi l'hitlérotitisme? Je suis en dessous de la vérité. C'est encore plus terrible que ça. Plus insidieux, plus méchant, plus ordinaire. Vous savez, j'appellerais ça ce fascisme ordinaire qu'étaient les staliniens de l'époque. On ne passait pas son temps à exclure. Hein. Faut pas charrier, quand même. On était des centaines de jeunes dans le 11e où elle était, dans le 20e, qui se battaient, qui allaient à des manifs, qui faisaient la fête, qui... Vous voyez, faut pas charrier, quand même. La camarade Henriette est exclue à l'unanimité, moins une voix et une abstention. Henriette, tu peux partir. Quand ils m'ont jeté dehors, j'ai cru mourir. On m'avait enlevé un poumon. Ça m'aidait à respirer et j'ai dit, je suis noyée, c'est fini. Quand moi j'ai été viré, le stalinisme, j'étais jeune, mais le stalinisme, je savais ce que c'était, etc. J'étais convoqué au comité central. Officiellement, on m'a dit, voilà, ton recours est refusé, tu es exclu du parti. Très franchement, ça m'a fait un petit quelque chose. Alors vraiment, je menais la bagarre contre la direction depuis belle lurette, mais quand même, en l'espace de quelques minutes, il y a tous mes souvenirs qui sont arrivés avec des gens chouettes, très chouettes, avec qui j'avais milité, aux Vaillants, aux Jeunesses, aux partis, les manifs, les goguettes, c'est-à-dire les petites réunions le soir autour d'un pot, le ciné-club commun où on allait dans le quartier. Enfin bon, tout est venu comme ça d'un seul coup. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre la dimension dramatique. C'est-à-dire à quel point, au fond, c'est inacceptable. Je dirais que si je faisais les comptes, c'est l'une des questions qui me pose le plus de problèmes. En fait, c'est une blessure irréparable. Ça, mais je le sais maintenant. Du ciel, je suis tombé du ciel.
destin providentiel, car sur la terre... Mais quand même, aller au ciel, franchement, dans la symbolique, c'est extraordinaire. Et le premier gars qui va au ciel, moi j'y peux rien, c'est comme ça. Communiste et soviétique. Vous vous rendez compte ? Tombe du ciel, l'amour qui tombe du ciel, c'est le rythme éternel. Tomber du ciel, tomber du ciel, tomber du ciel. Youri Gagarin, le premier cosmonaute. Si on parle de lui, alors, lui aussi, il était beau. Hein. Oui, puis c'était l'homme neuf, nouveau, soviétique. Mais remarque, quand il est venu à Ivry, il a planté son arbre à Gagarine, là. Dans notre cité. Une cité HLM. Moi, j'étais à côté de lui. On avait fait un spectacle un peu gymnaste. Avec, je me souviens, on avait des panneaux qui changeaient de couleur, là, la soviète. C'était quel symbole, Youri Gagarin? C'était la jeunesse. C'était l'homme dans l'espace. En l'air, là. Le premier vol en l'air. Quand la nouvelle s'est propagée, j'étais au fond de la mine. Et tout d'un coup, c'est venu au fond de la mine, la nouvelle. Mais je ne sais pas comment elle est venue, mais enfin, tout le monde parlait de ça. Gagarine, dans l'air, enfin, etc. Apprendre une nouvelle d'une telle portée au fond de la mine, c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire. On était fiers, quoi, je veux dire, ça, on ne s'est pas mis à danser, on ne s'est pas mis à chanter, mais il n'en reste pas moins qu'on a été fiers, justement, que ce soit un jeune ingénieur, disons, de ce pays-là, qui envoie le premier un homme dans l'espace. Et je me souviens aussi de Valentina Tereshkova, qui est venue au congrès de l'Union des femmes françaises à Nîmes en 1968. Du premier aussi, mais ça, je me souviens bien, et on était contente de la recevoir. D'ailleurs, le Sputnik, c'était pareil. Laïka aussi, la chaîne. Donc tout ça, ça a été une suite là, qui montrait la puissance de l'Union soviétique. Là, et nous, on était de ce côté-là, donc tout allait bien. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son bardac contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne bat guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas qu'à danser. Quand un soldat s'en va en guerre, et oui. Et alors, c'était pas que la chanson. Moi, j'ai vu partir des jeunes qui avaient un peu plus de mon âge. J'allais avec les jeunes communistes et bien me coucher sur les rails des trains pour que les jeunes ne partent pas faire la guerre en Algérie. Ils ne comprenaient pas très bien cette guerre, ils partaient défendre la France. Et j'en ai d'ailleurs à cette époque qui m'ont dit bah écoute,
il faudrait mieux que ça soit nous qui ne passions dessus que le train, du genre, vous voyez. Mais on les a vus revenir. Bon, ils n'avaient plus du tout la même idée, quoi. Je suis devenu communiste parce que j'avais lu dans Le Monde le rapport de la Croix-Rouge sur la torture en Algérie, qu'autour de moi, des camarades de lycée en terminale étaient engagés dans des batailles avec les fachos sur les marches de la faculté de droit à Bordeaux ou de lettres. On distribuait des tracts. On dénonçait les tortures de Henri Alleg en diffusant le livre La Question aux éditions de Minuit, livre qui était interdit. Donc moi, à 18 ans, j'étais tellement révolté par ça que je suis rentré dans le parti qui me paraissait le plus actif. Je sais depuis que c'était pas forcément le plus actif, ou en tout cas, c'était pas le seul. Mais en tout cas, pour moi, c'était celui qui se voyait. La guerre d'Algérie est meurtrière. Sur les deux rives de la Méditerranée, les attentats se multiplient. Pour protester contre les actions de l'OAS, le Parti communiste organise une manifestation à Paris. Elle est interdite par le pouvoir gaulliste. Au métro Charonne, la police charge, sans ménagement. Moi, j'ai été emmenée un peu comme ça, poussée par la foule dans le 11e arrondissement, mais on entendait des coups de matraque, on entendait même tirer, on voyait ces casques brillants. C'était une nuit un peu d'épouvante. Cette nuit-là, parmi les manifestants au métro Charonne à Paris, Nadia et Jean-Jacques Derbise. À la cité HLM d'Ivry, leur mère et leur jeune sœur Mireille s'inquiètent. À la radio, ils ont commencé à annoncer les charges. Et quand maman a entendu la radio, elle m'a pris par le bras. On a dit, on va sur le balcon. Et on était sur le balcon toutes les deux et ma mère pleurait. Voilà. Et on attendait. Et j'attendais. Et je pleurais avec ma mère. Je savais pas pourquoi, mais je pleurais. Et on attendait Nadia et Jean-Jacques, en fait. Voilà. Voilà. On s'est protégé. On y allait pour la paix en Algérie. On n'y allait pas pour affronter les forces de l'ordre. Donc on s'est mis dans une porte cochère, puis on a attendu que ça se calme. Et quand, tard dans la nuit, j'ai appris qu'il y avait, 7 morts, dont une femme que j'ai très bien connue. J'en ai encore... Suzette Martorell, à Aubervilliers, un jeune Daniel Ferry. Ça, excusez-moi, mais c'est un moment de l'histoire qui vous marque. Ils seront finalement 9 victimes, tous communistes ou sympathisants, à être enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Leur mort soulève une immense émotion dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilent aux obsèques. Charonne, il faut l'avoir vécu dans ses tripes pour s'en souvenir. On ne l'oubliera jamais. Ni le million de gens qui après traversaient. Et ça, quand on a ça dans la peau, c'est viscéral. Donc après, c'est pas une haine. C'est pas de l'anti-patron, c'est pas de l'anti... Non, pas forcément. Mais c'est un constat. Un constat qu'on fait de ce qu'on a vécu. Et qui nous laisse des traces dans notre chair. Et ça, on peut pas l'oublier. Les communistes n'en finissent pas d'enterrer leurs morts. Le 11 juillet 1964, Maurice Thorez, qui avait cédé sa place de secrétaire général du parti à Waldeck-Rocher 2 mois auparavant, meurt brusquement sur un bateau soviétique en mer Noire pendant ses vacances en URSS. Quand j'ai appris à la télé que Maurice Thorez était mort, j'étais effondré, totalement effondré. Guy Frêche est postier à Paris. À l'âge de 20 ans, Guy était un des principaux animateurs de la jeunesse communiste de Toulouse. J'étais malheureux, il me manquait quelqu'un. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais parlé, cet homme. Je l'avais vu comme ça, dans les trucs, les stages, les machins, mais je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas. J'avais honte, je ne voulais pas comme moi, j'étais à l'armée, tu parlais à la chambrée, les mecs pleuraient pour Thorez, ils n'auraient jamais compris. Je ne savais pas expliquer.
Ils effleuraient, point. Un de mes oncles, un frère à ma mère, qui quand il est né, donc mon grand-père voulait l'appeler Maurice Torres Montelon. Ils ont dit c'est pas possible de donner Torres. Donc il s'appelait Maurice Montelon. Maurice Torres, le prénom, et Montelon, son nom de famille, quoi. Donc ça avait été refusé par l'état civil à l'époque, donc il s'appelle Maurice. Et c'est pas plus mal le recul que j'aurais l'oncle aujourd'hui, je pense qu'il vote Front National, tu vois. Donc Maurice Torres Montelon. Il y avait une fameuse chanson sur Maurice Torres qui a été faite, je sais plus par qui, mais un fils du peuple, notre ami. Il disait la chanson un fils du peuple, notre guide. Nous l'aimons par ce qu'il nous donne. Car il est partout où nous sommes, demain dans la France qu'il nous propose, et que nous ferons avec lui. Et que nous ferons avec lui. Nous partagerons avec lui le pain et aussi les roses. On voit bien que c'était un ouvrier quand même. Il était social, il était avenant, il causait de choses au bout d'une autre. On ne parlait pas toujours de politique. On parlait de la jeunesse, parce que moi j'étais quand même jeune. Il était très beau. Un bel homme. Un bel homme. Il était très beau. Séduisant. Et puis, beau, mais quand je dis beau, c'est un visage humain, quoi. Oui, on avait l'impression que ça... Un bonhomme. Ah ouais, un bonhomme. Un bonhomme. Oui. On avait l'impression qu'on le connaissait tout le temps. Oui. Vous voyez, C'était pas une personnalité, il me disait tu, moi je lui disais tu aussi. Il a même épluché des légumes avec moi, alors. J'avais un respect et j'avais une amitié parce que il était sympa et Jeannette aussi. C'est quelque chose, c'est ma vie, c'est... Au même titre que ses petits-enfants. Voilà. Pareil. Bah oui, je l'ai... Mais oui. C'était Jeannette et puis Maurice et puis c'était tout. Et quand il est mort en 64, le Parti communiste a mis en vente des photographies de Maurice Thorez de tous les formats, petits, moyens, grands. Et je me souviens d'avoir acheté quelques-unes, et avoir fait une photographie de moi avec mon fils de quelques mois dans les bras, devant la photo de Maurice Thorez. Voilà, je dois avoir cette photo quelque part dans mes albums. Voilà. Maurice Thorez était dans ma salle à manger, comme une espèce de héros de ma vie, une figure tutélaire. Une figure tutélaire, voilà, on va dire ça. Hein. Le déménagement suivant, l'image a disparu. Les années 60 sont annonciatrices d'un changement d'époque. Autre temps, autre mœurs, les mentalités évoluent. Mais le Parti communiste français est peu sensible à ces préoccupations. Au parti, je me suis toujours trouvée bien. J'ai milité au syndicat et au parti. Mais après, quand on abordait les questions de pilules, il y avait toujours, on ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait toujours des sourires en coin où c'était pas important. Où les mentalités rétrogrades ne sont pas parties tout de suite au parti. Hein. L'avortement était, chez les ouvrières et chez les gens les plus pauvres, une catastrophe. Une catastrophe. Les riches s'en démerdaient avec des médecins. Hein. Et chez les pauvres, c'est terrifiant, ça. Des générations de femmes sont mortes, ont été emmenées à l'hôpital. Je le dis parce que j'ai vu ça autour de moi. Pleines de sang. Dans des hôpitaux, on les maltraitait. Salope, t'as encore fait un avortement. C'est terrifiant. Et on aurait dû prendre ça de front. Parce que ça, c'était la vie réelle. Au lieu de ça, invraisemblable. On a fait des discours moralistes, ayez des gosses, les élever. Comment, les gosses? Alors que les millions de familles ouvrières cherchaient à pas en avoir plus de 2 ou 3, parce qu'ils avaient envie de les envoyer à l'école. Et qu'ils voyaient que là où il y en avait 7 ou 8, la misère. Voilà. Et ça, c'est typique. La coupure avec le monde réel.
À l'époque, le Parti communiste, c'est vrai que la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, on était, alors là, je dis pas en dessous de tout, mais presque. Je me rappelle d'un article sérieux et grand de Jeannette Torres-Vermèche qui disait, je ne sais plus exactement ce qu'elle disait, mais le bonheur d'une femme, c'est d'être mère. Donc on ne se fait pas avorter. Déjà en 1956, Jeannette et Maurice Thorez s'opposaient vigoureusement à la contraception et à l'avortement, quitte à amorcer un divorce avec la société. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour. À nous la joie, à nous l'amour. Il y avait tout ce débat déjà à l'époque sur le contrôle des naissances. Et Jeannette Vermersch était contre. Elle a une attitude réactionnaire, ce qu'elle appelait, exprès, elle faisait semblant de pas du tout connaître l'anglais, elle appelait ça le birth control, le contrôle des births, le birth control. Et elle disait que c'était dirigé contre la classe ouvrière, parce qu'on empêchait les femmes du prolétariat d'avoir des enfants. Et alors là, il n'y aurait plus de classe ouvrière. Donc, ça conduisait à ce que... il fallait produire des petits ouvriers. Voilà, il fallait produire des petits ouvriers. Jeannette Torres-Vermersch, que vous connaissiez bien, Ah oui, je la connais. elle n'était pas très tendre sur ces questions-là. Le féminisme, l'avortement, le divorce, l'homosexualité. Je sais pas. Oui, il fallait procréer. Il fallait faire 3 enfants. C'est Maurice Thorez qui disait ça. Un pour remplacer la mère, un autre pour remplacer Et l'autre le pour la père, France. et le gars pour la France. Le garçon. Et vous avez eu combien d'enfants? 3, comme il faut. Au moment où les jeunes femmes, on se battait pour la pilule, on n'était pas très soutenus par le Parti communiste. C'était pas une bataille Moi, j'en ai féminine. jamais entendu parler. Non mais toi, bien évidemment, toi. La pilule, t'en avais plus rien à faire à cette époque-là. Non, ça dépassait justement même le Parti communiste. La pilule. Comment ça dépassait le Parti communiste? Il y a eu des mouvements féministes qui... Oui, bah, c'était les mouvements féministes. Eh ben alors, mais le parti... il était au large de Dakar. Ne s'est jamais exprimé vraiment là-dessus. À ce moment-là, non. Ah oui, ça c'est vrai. Ah bah moi, bien sûr que c'est vrai. Moi, je m'en suis pas occupée. Ah bah non. Ben voilà. Au niveau de la vie quotidienne, au niveau des mœurs, il y avait un côté hyper conservateur, qui va depuis à une époque l'hostilité totale aux homosexuels. Je me rappelle encore un meeting au Vélodrome d'hiver, Jacques Duclos hurlant la classe ouvrière, les PD, un truc les pédérastes, un truc dément. Dehors, les malades qui gueulaient à la tribune, et on nous a virés à un coup de tarte dans la gueule. Bon, affaire est réglée. Guy Frêche a été exclu du Parti communiste français en 1967. C'est vieux, mais je m'en souviens toujours. J'en ai été malade. J'ai fait une dépression nerveuse qui a duré pendant 3 mois et tout. J'étais lessivé complet. C'est une catastrophe. Il y a tout qui s'effondre parce qu'en fait, c'est... alors surtout, la raison pour laquelle moi j'ai été viré. J'étais en gros d'accord avec ce que faisait le Parti communiste. Je n'avais pas d'esprit critique très développé. Par contre, on m'a foutu dehors parce que j'étais homo. Bon, on a fait un grand discours sur « faut te soigner, faut pas rester comme ça », mais... et puis j'ai pris la décision que je refusais de me soigner parce que ça me gonflait. Je vois pas très bien quelle. Et là, il m'a dit bon ben on ne pourra pas te garder, il n'y a pas de PD au parti. Voilà. Et ça a été un débat public alors à l'intérieur. C'était un débat devant le comité fédéral, oui. Et toi, tu y assistais. Et qu'est-ce que tu disais? Tu te défendais? Ben non. On m'a demandé, j'ai dit point, et puis j'ai laissé faire. T'es cloué, Je ne pensais pas que j'étais un monstre aussi redoutable que ça. Puis ce que je faisais, je le trouvais plutôt agréable. Donc, non, je n'avais pas de... C'est après que j'ai compris que c'était très, très grave. Et c'était dramatique. C'est-à-dire, en gros, j'étais rejeté par la famille, par tout le monde. C'est-à-dire, du jour au lendemain, en quelques secondes, tu n'as plus d'amis. Puisque tous mes amis étaient dans cette sphère-là. J'en avais plus rien. Guy est obligé de révéler son homosexualité à ses parents et quitte Toulouse pour Paris. Le parti d'alors n'aime pas les écarts. Oui, j'ai participé à un procès intenté à notre secrétaire fédéral. Le pauvre vieux, il avait eu, enfin je dis pauvre vieux, une aventure amoureuse avec la femme d'un membre du comité fédéral. Oh, quelle histoire dans le parti, ça doit être un peu des purs et durs, des réunions de cellules pour condamner d'adultère.
Ah oui, non, mais bon, moi je l'ai vu, ça, j'ai participé à ces réunions et été obligé de partir de Meurthe-et-Moselle après cet événement. Leur truc, c'était de coller à l'opinion moyenne de la population à laquelle ils s'intéressaient, qui était la classe ouvrière. Il ne fallait pas choquer la classe ouvrière, et si tu veux, la classe ouvrière, c'est plutôt souvent réac, hein, sur les idées, le père qui commande, la mère qui fait la vaisselle, les enfants qui marchent au pas, et puis tout... et c'était ça, c'était un peu cette espèce d'idéologie qui a été sécrétée par le Parti communiste de tout temps. Aujourd'hui, tu dis, t'es homo au parti, on te prend, on te monte, on te fait des rideaux, on te met des couronnes, etc. Bon, bah, à l'époque, s'ils avaient pu nous examiner à la cave, ils l'auraient fait. Chaque fois, ils ont 20 ans de décalage sur un phénomène de société.